Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans ce quart de finale du DTC qui a eu lieu début décembre au QG des Avengers. Alors on attaque directement les phases finales, donc ce sera un joueur de Felia contre un autre qui joue Atraxa. On attaque directement parce que les parties sont quand même assez denses et il y a pas mal de choses à se dire justement. Donc c'est Johan qui me semble a fini premier ou deuxième des rondes qui commence directement avec une Traben Inspector. C'est assez intéressant dès le début de poser donc il y a deux itérations de la même carte pour pouvoir avoir de quoi trigger au niveau des ETB la capacité de Felia et donc créer indirectement du card advantage à travers les clous. Alors évidemment ça va coûter un peu de tempo parce que ça coûte du mana, mais c'est exactement ce que cherche à proposer en tout cas le deck Felia. Du côté d'Alexandre, on joue Fatraxa. Donc ça va être beaucoup d'échanges de ressources. Le but va être d'essayer de limiter le card advantage de Yann, donc du joueur de Felia, pour essayer de nous proposer plus de plays impactants à la fin. Donc potentiellement proposer Dream Halls et toutes les abominations qui s'en suivent. Il n'y a pas forcément d'enjeu de se défendre dans les premiers tours, puisque ça va être principalement, donc Felia, un deck qui va chercher à grinder sur le long terme. Par contre, une fois que Felia est assise avec pas mal de créatures et d'effets avec des ETB, là ça devient assez vite difficile de la déboulonner. Donc c'est un match aussi, donc pour continuer la petite analyse, pendant qu'il y a un Fatal Push qui est joué sur la Felia. C'est pas plus mal pour réduire un peu le card advantage, comme je disais. C'est un match qui va avoir tendance à durer, donc le fait de lander tous les tours est très important. Justement, avoir accès à du mana, donc à des ressources pour pouvoir développer des sorts, c'est très important. Donc il va y avoir tout un tas de petits jeux par rapport à ça. On sait que Felia, c'est un deck avec énormément de micro-décisions à prendre, et rien que le sequencing, donc le fait de lancer tel ou tel sort dans tel ou tel ordre, ça peut avoir un impact réel sur la partie. Ah, Steel Seraph. Ça, c'est une créature qui est jouée pour son coup de prototype, qui se prend une subtlety en pitchant un tour sup. C'est une créature qui est jouée pour 3, qu'on peut blinker avec Felia et qui revient en version complète, on va dire. Donc là, 5-4 vol pour 6. Ça, c'est une carte qui est vraiment pas mal parce que ça donne des mots-clés, notamment évasifs, pour Felia et les autres petites créatures pour qu'elles viennent gratter des points. Donc, les premiers tours, généralement, c'est les échanges de formalités. Yann joue plutôt le rôle de l'agresseur, Alexandre plutôt le rôle du joueur de contrôle, donc du défenseur. On a des petits échanges de points de vie à gauche à droite. C'est un Talon's Gate of Madara, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, c'est pour ça que le Traben Inspector est phase out. Ça permet de protéger d'une vrasse ou d'une gestion en rituel. Bon, là, c'est plus parce qu'il en avait l'opportunité, je pense. Du coup, fin de tour d'Alexandre. Du côté d'Yann, on retente Felia qui se prend une Memory Lapse. C'est pas si grave, elle pourra être relancée au tour d'après, mais du coup, ça empêche Yann d'attaquer avec sa Felia. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez du fait au niveau du montage, je laisse un petit peu plus le temps aux joueurs de mélanger, etc. Plutôt que de couper de façon très séquencée, ce qui pourrait réduire de quelques minutes les vidéos. Mais du coup, ça me laisse pas forcément le temps de développer un petit peu plus ce qui se passe au niveau de la partie. Prendre un petit peu de hauteur par rapport justement à ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant. Moi, je prends tous les retours. Et du coup, on reprend avec un fetch en fin de tour du côté d'Alexandre pour aller chercher un Surveilland. Encore une fois, ça permet de lisser un petit peu le dessus de la bibliothèque, lisser les sorties, rentabiliser les manas qu'on n'utilise pas typiquement au fin de tour adverse. Alors voyons voir ce qu'Alexandre va trouver au-dessus de sa bibliothèque.
priori. Donc c'est un Oust qui va aller directement au cimetière. Donc il l'a jugé pas forcément pertinent. Ouh, ça c'est du top deck. Du coup, du dessus de la bibliothèque, il joue un Temporal Mastery pour son coup de miracle. Donc il fait littéralement Time Walk. Il prend un tour additionnel. Après, on est dans une phase de la partie où il n'a pas spécialement de walker ou de créature pour attaquer. Donc grosso modo, c'est un cantrip qui refait poser un terrain, quoi. C'est plus ou moins une Utopia Sprawl dans ce contexte. Mais a priori, il n'a même pas posé de terrain. Donc là, ça veut dire que s'il est bloqué déjà à 4 terrains, ça va être très vite problématique. Du coup, il essaye de compenser ça avec un Arcane Signet. Donc un petit caillou pour accélérer sa sortie. Il a toujours 3 mana up, donc il est globalement assez frais. Du côté de Diane, on essaye de faire du card advantage. Et en réponse, flash d'Orkish Bowmaster d'Alexandre. Petite ambush Viper. Donc il va avoir 2 pings à coller où il veut. Et assez logiquement, il va infliger un premier d'Ophélia. Ah, alors peut-être qu'on a une réponse du côté de Diane. Pour moi, c'est Révérend Mantra. C'est ça. Donc on donne Pro Noir en réponse au deuxième ping. Qu'il ne soit pas infligé à Félia. Donc on pitch une History of Benalia. Ce qui fait donc que Alexandre amasse Orc, mais seulement un, et pas les deux. Étant donné qu'il y a une cible dans la capacité d'Orkish Bowmaster, si on ne résout pas, si la cible n'est plus légale, ça fait fizzle l'intégralité du bloc. Donc le amasse Orc compris. Yann reprend son tour. Alors voyons voir ce qu'il va réussir à proposer. Là, du côté d'Alexandre, c'est assez pas mal d'avoir pu développer ça. Par contre, il n'a que un mana up. Donc peut-être que du côté de Yann, c'est le moment de tenter des plays impactants. A priori, il a repioché son prototype, qui va peut-être pouvoir rejouer. 4 mana, ça doit être autre chose. C'est un Palace Jailer. Alors ça va être vraiment bien. Étant donné que sur la phase d'attaque, il va pouvoir exiler une deuxième créature. Par contre, je trouve ça surprenant d'avoir exilé Orkish Bowmasters et pas le token. Parce que le token, dans tous les cas, il ne reviendra pas. Alors que le Orkish Bowmaster, sur un malentendu, il pourra faire revenir le Orkish qui refera son trigger une deuxième fois. Bon, il doit y avoir une raison à ça. Du coup, phase d'attaque, a priori, c'est plutôt malin du côté d'Alexandre de chump avec le token Orc, étant donné que dans tous les cas, à la fin de tour, il y a le Palace Jailer qui revient et qui va de nouveau exiler un permanent non terrain. Une créature. Le permanent non terrain, pour le coup, il est exilé avec la statique prison. Donc il faudra bien penser à retirer les marqueurs énergie. A priori, il a mis un dé sur la statique prison. Parce que si jamais il oublie, c'est considéré comme le fait que ce ne soit pas payé. Éventuellement, on peut call judge pour demander à remettre le sort, la capacité sur la pile, mais c'est au bon vouloir de l'adversaire. Donc il faut juste bien faire attention. L'astuce en général que je donne, c'est de mettre quelque chose au-dessus de sa bibliothèque, typiquement un dé, une pièce, quoi que ce soit, pour se sortir un petit peu du mode pilote automatique et sans y réfléchir, phase de dégagement, entretien, phase de pioche, si on avait quelque chose à l'entretien. En l'occurrence, la statique prison, c'est après la pioche, donc ça va, on a encore le temps de se rattraper. Mais si on commence à lancer un sort, c'est foutu. On me pose un terrain. Pardon. Du coup, on aligne ces land drops du côté d'Alexandre. On essaye de rattraper les quelques-uns qui ont été ratés. Parce que là, le but, c'est vraiment d'arriver soit à 5 pour Dream Halls, soit d'arriver à 7 pour Fatraxa. Parce que dans tous les cas, on ne craint pas vraiment les contres, à part Mana-Tice et Reprive. Et Reprive, au pire, c'est un bouton timeout. Puisque le sort pourra être relancé le tour d'après. Aïe. Ouais.
Petit coup dans la table qui a décalé la caméra. Ouais. Puis moi j'étais en train de jouer mon quart de finale aussi contre Glarb. J'étais joueur d'Ezio. Donc du coup je pourrais pas remettre la caméra avant la fin de la ronde. Très bien, dans ce cas, c'est une Crystal Vein qui a été jouée. Donc ça va permettre d'ajouter 2 mana en sacrifiant son terrain ou un colorless. Ça peut être vraiment utile pour relancer tour après tour Felia. Bon, pour le prix évidemment d'un terrain. Là, on est dans une position assez confortable du côté de Yann. Maintenant, il y a 5 mana up du côté d'Alexandre, donc il a très probablement une réponse. Voyons voir comment ça se profile. Pour 3 mana, ça sent le prototype ça. Ouais, il fait bien de garder sa Crystal Vein pour pouvoir sacrifier au cas où l'adversaire il a... comment il s'appelle ? Evasive Action, qui demande de payer un nombre de mana proportionnel à notre domaine, sachant que le domaine de Fatraxa au max c'est 4. Du coup, garder cette Crystal Vein, ça peut toujours être une bonne idée. Si on peut se le permettre et que ça coûte pas grand chose, c'est toujours mieux. Du coup, effectivement, la Steel Seraph est relancée avant la phase d'attaque. Il va donner quelque chose comme Vigilance à Felia, qui rentre en phase d'attaque, qui exile à nouveau... Alors non, elle n'exile pas le Palace Jailer. Il me semble qu'elle exile le... comment il s'appelle ? Static Prison. Là, le but très clair, c'est de rajouter... comment ça s'appelle ? 2 énergies supplémentaires pour pouvoir garder le Arcane Signet à un maximum de tours. Là, il y a un choix qui est intéressant du côté d'Alexandre. Il décide de ne pas bouncer des créatures avec la cryptique, la mystique confluence en fin de tour. Il choisit le mode Draw 3. Donc là, il creuse à fond. Il se dit, j'ai 1 ou 2 tours pour essayer de résoudre une Fatraxa, trouver mes terrains ou un Dream Halls. Ça va être le moment de proposer des powerplays. Ensuite, il rajoute également un petit Cling to Dust, histoire de creuser encore une fois un petit peu plus. Donc là, il a pioché dans 4 cartes. Et il continue de creuser avec son Preordain. Donc a priori, soit il a du mana up, soit il n'a pas trouvé ce qui l'intéressait. Donc on va pas tarder à le savoir, ça justement. Il a enfin trouvé ses land drops, c'est bon signe. Maintenant il réfléchit à une séquence optimale parce que là, quand même, mine de rien, si ce n'est le létal, Yann propose une cloque assez conséquente tout de même. Art d'évidence, ça va être pas mal. Qu'on appelle aussi Kraben Inspector, justement en référence à Traben Inspector. C'est un petit peu rigolo de voir les deux. Alors il me semble que Alexandre est un joueur qui apprécie le pimp japonais et que Yann, ne parlant pas le japonais, il utilise Gatherer pour aller se renseigner sur le texte oracle du Hard Evidence, qui met donc un Crab 03, comme vous pouvez le voir à gauche, ainsi qu'un jeton clou. Avec des jolis jetons du côté d'Alexandre. Il me semble que c'est un Pikachu avec une loupe. Sympa. Du coup, ça permet à Alexandre de temporiser un petit peu. Maintenant, concrètement, en phase d'attaque, Felia va faire quoi ? Elle va tout simplement blinker le token. Et c'est comme s'il n'avait jamais existé. Donc, ça fait un petit peu plouf, ce bloquant, cette tentative de poser du board. Bon réflexe aussi du côté de Yann, de bien prendre le temps de shuffle la bibliothèque adverse, parce qu'on sait jamais. Bon, alors en général, là on est dans les phases de finale, donc il y a un judge qui est pas très loin. C'est toujours bien de couper la bibliothèque adverse. On est en tournoi, il y a des enjeux financiers, notamment à
à la clé. On n'est pas à l'abri d'une petite manipulation de bibliothèque. C'est toujours bien d'avoir ça dans un coin de la tête, même si on fait confiance à l'adversaire. Du coup, on donne la vigilance, il me semble. Il me semble qu'on donne la vigilance au Palace Jailer, qu'on attaque avec tout. C'est ça. Et du coup, il va y avoir un effet de blink sur le Kraben Inspector. Avec la capacité de Felia, naturellement. Et donc là, effectivement, il fallait proposer quelque chose, sinon c'était fin de partie. Donc là, c'est un Snapcaster Mage. Il me semble qu'il y a un Fatal Push ou d'autres trucs comme ça qui sont déjà passés. Ouais, c'est ça. Fatal Push, maintenant, qu'est-ce qu'on va cibler ? Je pense qu'on peut cibler sans trop de problème la Felia, qui pourra être relancée dans la foulée, bien sûr, mais au moins ça permet de limiter les dégâts. Ça aurait été un petit peu plus malin, je pense, de perdre l'effet de surprise du Snapcaster, mais par contre de l'exiler avant qu'elle attaque, pour pouvoir garder son jeton crabe et potentiellement chum block avec. Donc là, Alexandre, il se retrouve tout de même à 3 points de vie, il est à portée de létal, mais par contre, il peut tout à fait slammer un Dream Halls et complètement retourner l'issue de la partie. Donc Yann qui a quand même un ascendant qui a une belle assise sur la partie, on va dire. Ouais, Alexandre qui aura pas eu de bol avec ses terrains en tout cas, parce qu'il a bien creusé comme il fallait. Maintenant, il n'a pas forcément trouvé le nombre idéal de terrains, dirons-nous. Puisque là, il lui en manque un pour pouvoir poser Fatraxa. Après, typiquement contre Felia, Fatraxa, c'est pas nécessairement le meilleur play à faire, puisque si on veut rentrer la dernière phase létale, on peut tout simplement attaquer avec Felia, exiler la Fatraxa. Elle reviendra même pas à la fin du tour, vu que la partie sera clôturée. Du coup, petit wash away sur la Felia qui est tentée innocemment, on va dire. En fin de tour, il me semble que c'est une command tower, ça. Pas command tower, comment ça s'appelle ? Command beacon, qui permet, en se sacrifiant, de renvoyer directement depuis la command zone notre commandant en main. Ça peut être vraiment bien pour contourner justement la command tax. C'est un flash de solitude. En étant hardcast, quand il arrive en jeu, Zbim, il exile le prototype. Donc Yann regagne une certaine quantité de points de vie. Et ça permet du coup à la solitude de venir bloquer le Traben Inspector, regagner des PV et se remettre tout doucement dans la partie. Là, on voit que Yann détruit un des terrains avec comment ça s'appelle ? Tectonic Edge. C'est assez malin de sa part. En fait, il a identifié une faiblesse au niveau d'Alexandre du fait qu'il n'arrive pas à aligner ses land drops. Il faut tout simplement appuyer dessus. C'est une stratégie qui me semble très pertinente. Il me semble en fait que comment il s'appelle ? Le prototype a donné le vol au Traben Inspector et c'est pour ça qu'il n'a pas pu être bloqué par la solitude. Solitude sur ta solitude. Là on est sur du MH2 to the max. Donc certes on rend 3 points de vie à Alexandre, mais on évite qu'il puisse réattaquer le tour d'après pour justement regagner ses points de vie et surtout garder sa solitude. Là on dit je maintiens le rôle de l'agresseur. Il va manquer 1 point de dégâts à Yann pour pouvoir proposer un létal. Voyons voir comment ça se déroule. Pour 2, peut-être qu'on craque le clou. Animate Dead. Alors ça c'est intéressant. Heureusement que la solitude elle a été exilée.
D'accord, donc on cible notre Snapcaster qui revient en tant que 1-1. Et qu'est-ce qu'on va cibler du cimetière? Carte blanche, je vois pas trop laquelle c'est. Ah, c'est le Oust qu'on a surveille tout à l'heure sur justement le Surveil Land. Donc on remet Traben Inspector en deuxième position. C'est intéressant de pas avoir remis la solitude. Je pense qu'il se dit je préfère qu'il y ait la solitude en jeu. Je peux la chumblock ce tour-ci, elle ne me colle pas le létal. Et j'ai pas envie que mon adversaire la reflash dans genre 2 tours. Et qu'il refasse un trigger à l'ETB. Je pense qu'il préfère largement que son adversaire enquête plutôt qu'il fasse un effet de Swords to Plowshare. Alors, j'ai pas vraiment compté au niveau des jetons énergie. J'imagine que Yann les a bien payés. Il me semble qu'il en avait eu 4, donc ça doit bien faire 3 ou 4 tours qu'on est dedans. Donc assez logiquement, du côté de Yann, on continue d'appliquer la pression. On attaque avec la solitude, ça refait gagner des points de vie. Impeccable. Le Snapcaster, de toute façon, il a fait son taf. Et là, c'est Astrid Pess. Petite 2-2 pour 2 qui crée un jeton food et qui va vérifier à chaque fois qu'on sacrifie un food ou un clou, du coup, elle va pouvoir explorer. Donc ça permet encore une fois de faire du quality advantage, potentiellement du CA si on révèle des terrains. Et c'est une petite menace qui continue de scale up, donc de grandir au fur et à mesure qu'elle attaque et qu'elle voit des jetons sacrifiés. Et c'est à chaque fois que c'est que vous sacrifiez. Donc du coup, il n'y a pas de trigger sur le sacrifice du clou d'Alexandre. Bon, on n'est toujours pas sorti d'affaire du côté d'Alexandre. Faudrait une vrasse ou quelque chose de ce genre. Après, cela dit, il me semble que la Félia coûte quelque chose comme 6. Et on a potentiellement 8 mana en sacrifiant la veine de cristal du côté de Yann. On trouve enfin un terrain. Encore un et on pourra poser Fatraxa. Donc là, c'est vraiment une partie très grindy. Yann a un avantage certain, mais il faut admettre quand même qu'Alexandre s'accroche comme un chef. DT. Voyons voir ce qui va pouvoir aller tuto. Qu'est-ce qui le sauve dans cette situation? Je pense que là, il faut proposer une vrasse. Si possible, avec un contre-up sur la Félia. Histoire de se laisser un tour de répit. Essayer d'aller creuser pour aller chercher son dernier terrain et slammer sa Fatraxa. Refaire du card advantage. Ce qui est assez regrettable du côté d'Alexandre, c'est qu'on a que 4 mana up. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'aller chercher Dream Halls, puisqu'il y a le Lethal on board du côté de Yann. Ou si on a Dream Halls, aller chercher Messe Noire ou assimiler. Donc il en profite pour fetcher. Dans tous les cas, ça change pas la cloque. Il y a le Lethal on board. Du côté de Yann, a priori, on décide de sacrifier son command beacon pour se renvoyer Félia en main et la relancer directement. A priori, à la fin du tour d'Alexandre. Donc ça veut dire qu'il n'est pas allé chercher une vrasse. Semblerait-il. On profite de la fin du tour également pour sacrifier le jeton food et générer un petit peu de valeur. Donc a priori, alors je vois un bout de tête, je crois bien que c'est une Swords to Plowshare qui est au-dessus. Ouais, la caméra était un petit peu décalée. On voit pas tout à fait les dessus des bibliothèques. Du coup, c'est un marqueur +1/+1 sur Astrid. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de clôturer ? A priori, ce sera pas ce tour-ci, étant donné que Alexandre joue un Orim's Chant kické, ce qui fait que Yann ne pourra ni lancer de créatures, ni lancer de sort, ni attaquer avec ses créatures.
il n'y avait plus d'énergie pour payer la Static Orb. Du coup, Arcane Signet revient en jeu. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alexandre a une frame pour pouvoir lancer sa Fatraxa. Comme j'ai pu l'évoquer plus tôt, c'est pas un play qui va sauver Alexandre. Ou alors il faudrait que sur son trigger de Fatraxa, il top un land et une gestion à 1. Du coup, il décide a priori de passer son tour. C'est ça. Sachant que Yann a le monarque qui tourne en plus depuis tout à l'heure. Hein, donc en termes de carte en main, il se gave. Hein. Donc là concrètement, Alexandre a un board vide, il a 2 cartes en main. On lui souhaite d'avoir pioché une bonne réponse pour se sortir de cette mouise. Pour 1 mana, on rejoue le Traben Inspector qu'on avait soigneusement gardé en main depuis quelques tours. Il est fort probable qu'on sacrifie le jeton clou immédiatement. Ça fera en plus un trigger au sacrifice de... Comment ça s'appelle? Astrid. Du coup, phase d'attaque. On cherche à exiler le Traben Inspector. Je vois pas trop pourquoi on se battrait là-dessus du côté d'Alexandre. Par contre, Kayas Guile, c'est une bonne réponse. À voir quel mode il va choisir de faire. Je pense qu'il y a du 4 points de vie et soit faire sacrifier une bête, ce qui serait pas mal de faire sacrifier une bête, soit mettre une 1-1 en sachant qu'en plus Yann a révélé un... Comment il s'appelle? Yann a révélé un Source to Plowshares. Donc à mon avis il faut faire sacrifier une bête dans ce spot. Et je pense qu'en fait on aurait même pu faire le mode salade tomate oignon. Étant donné qu'il a le mana, il a peut-être envie de se garder des follow-up au cas où. Ce qui se défend également. Donc je pense qu'en réponse du côté d'Yann, on va sacrifier le jeton clou. Pour 2, qui fait? Oui c'est ça, il sacrifie son jeton. Donc trigger de sacrifice Astrid Explore. Je vois pas très bien ce que c'est. Peut-être une plaine de base. Enfin une plaine enneigée je veux dire. Et ensuite trigger pioche. Très beau card advantage. Du coup Alexandre peut enfin résoudre son KS Gaël. On va voir quel mode il a décidé de faire. A priori il a créé un jeton. Je sais pas si c'était ce qu'il y avait de mieux à faire dans le spot. Après ça fait lancer le STP de Yann qui ne partira pas sur Fatraxa. Enfin si ça part sur Fatraxa ça lui fait quasiment un tour sup hein, concrètement. Ok, donc on décide de creuser un petit peu du côté d'Alexandre en taxant d'un mana supplémentaire avec la rimande. Du coup il pioche sa carte. Et il pioche un Abruptiqué comme un chef pour détruire la Astrid, qui a fait tout à fait le taf et beaucoup de value. Donc là on a quand même épongé une belle quantité de dégâts. A priori il y a 5 points qui vont passer tout de même. A priori Yann avait pile poil le létal. Donc on va dire quand même que la rimande elle a été salvatrice. Ça l'a toujours pas sorti d'affaire, mais au moins ça lui permet de temporiser un maximum pour essayer de top deck son Dream Halls. Hein. Parce qu'a priori là c'est la situation dans laquelle Alexandre est. C'est top deck or die. Du coup étape de fin, il y a le Traben qui revient. Draw du monarque. On a toujours 5 mana up potentiels du côté de Yann. Évidemment, on peut faire son land drop.
Peut-être un follow-up. Pas besoin de se commit plus que ça, je pense. Pre-war formalware. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que ça permet de remonter justement la street depuis le cimetière qui va être 4-4 vigilance. Donc à elle seule, elle est létale. Ça permet également de refaire encore une fois un maximum de value. Donc franchement, le petit duo Traban Inspector Astrid, vraiment solide. On sent en tout cas que Yann maîtrise absolument tout ce qu'il fait sur le bout des doigts. C'est vraiment pixel perfect, quoi. Pioche. Alors. Est-ce qu'Alexandre est sauvé ? Il a un bouton Slam Fatraxa de potentiellement... voilà, donc ça. Il joue son général. Il regarde dans le top 10. Ah, alors peut-être que Yann a une réponse. Il se dit sur un malentendu, je peux sac mon clou. Vas-y, t'inquiète, je pioche Mana Tice. Et je te la contre. Bon, il a un mana up, hein, Alexandre. Du coup, il se meule. Qu'est-ce qu'il propose ? A priori, il a rien trouvé qui empêche Alexandre de résoudre son sort. Bon, on voit des terrains. Qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Je crois que j'ai vu un Lorien Revealed. Ah, Cut Down. Cut Down, parfait. Donc là, il est exactement dans le spot dont on parlait précédemment. Il a pioché son terrain. Mais non, il me semble qu'il a déjà landé. Donc, il a un terrain, il a Lorien, super. Mais surtout, il a Cut Down. Cut Down qui va pouvoir virer cette vilaine solitude ou ce vilain dogo. Donc plutôt le dogo, effectivement, ça se défend parce que du coup, sur la phase d'attaque, sinon, Fatraxa a été exilé et donc Alexandre était mort. On se bat vraiment jusqu'au bout. Sachant que, je sais plus si c'était un timer de 1 heure ou plus de timer, mais il y avait du temps supplémentaire pour ce BO. Donc ils ont tout à fait raison de s'accrocher et de ne pas concéder trop vite. Là, je pense que du côté d'Yann, on se pose la question comment est-ce que je gère cette Fatraxa ? Comment est-ce qu'on passe à travers ? Parce que mine de rien, c'est un très beau plot quand même. 7-7, vol, vigilance, lien de vie, contact mortel. Allez, bonne chance. Alors, potentiellement, on peut encore... D'accord, donc non seulement il y a Traban Inspector, mais il y a également son acolyte, le Novice Inspector, qui fait littéralement la même chose. Sauf qu'au lieu d'être un soldat, c'est un détective, quelque chose comme ça. Donc là, on a le droit de redraw. Ah oui, alors là, ce qui se passe, il y a Samwise qui est révélé. Samwise, quand il arrive en jeu, le ring nous tente. Ça veut dire que sur le premier trigger de tentage d'anneau, la créature qui est le ring bearer ne peut être bloquée par des créatures de force supérieure. Il suffit d'attacher Astrid, qui est 4-4 vigilance, d'attaquer. Fatraxa peut pas bloquer, et donc c'est pour ça que Alexandre concède enfin. Du coup, Alexandre commence, il pose un terrain, il passe à Yann, qui lance un Ghost Vacuum. Le meilleur ami des Ghostbusters. Et en fin de tour, on a Alexandre qui cycle un Lorien Revealed pour aller chercher ses terrains. On l'a vu, la partie d'avant, il a eu un petit peu de mal à éliminer ses land drops, donc là, ça devrait l'aider. À mon avis, ce Ghost Vacuum va faire pas mal de ménage, puisque c'est des parties qui vont avoir tendance à durer. Je ne sais pas s'il va exiler beaucoup d'autres créatures que les siennes avec son trigger,
mais il peut toujours faire le ménage dans le cimetière justement d'Alexandre. On l'a vu qu'il joue quand même pas mal de Snapcaster, même de Mystic Sanctuary et des faits similaires qui vont venir regarder ce qu'il y a dans le cimetière. Sur Veil, on meule un Teferi, qui n'est pas forcément des plus pertinents en l'état. Effectivement, comment ça s'appelle ? Lorien Revealed a été exilé du cimetière avec le petit coup d'aspirateur qui va bien. Pour 2 mana, on profite du fait que Alexandre soit full tap pour jouer sa Felia. Donc on ne s'expose pas au contre, seulement au removal. Maintenant le deck d'Alexandre en a quand même une certaine densité. Voilà, typiquement cut down. Cut down, faut le jouer assez rapidement si on veut gérer Felia, parce qu'à partir du premier marqueur +1/+1, le total des stats ça devient 6, donc on peut plus la toucher avec ça. Port Richadan, ça peut être vraiment pertinent pour chatouiller la mana base adverse. Mother of Runes, justement pour tourner autour des removals. En sachant que Felia a fait plus ou moins un effet de paratonnerre le tour d'avant, il y a de bonnes chances que cette Mother of Runes reste on board. Du coup, c'est exactement ça. Autour d'Alexandre, on va lui engager, il me semble, son Triome. Ouais, c'est ça. Du coup, Alexandre reprend son tour. On voit qu'il arrive à aligner ses land drops. Cette fois-ci, c'est plus intéressant. Et il propose une carte qui n'est pas jouée dans toutes les listes de Pharaxa, à savoir Profane Tutor, qui, je trouve, est assez smart, puisque si on est dans une position où on peut se permettre de la slammer au T2, ça veut dire, T3, T4, ça veut dire qu'au T4, on peut avoir l'effet de tuto. Donc si jamais on la joue 1 ou 2 tours plus tard, on peut se trouver dans une situation où, à notre T5 ou 6, on peut aller tuto Dream Halls, le jouer et avoir du mana backup pour pouvoir contrer. Je trouve que c'est une carte assez bien pensée dans la decklist d'Alexandre. Je pense que les experts de Pharaxa sauront nous dire potentiellement les arguments pour et contre. Et du coup, il y a un petit Samwise qui est venu s'inviter dans la partie entre les deux. Est-ce que c'est un Samwise ou c'est peut-être une Astrid? Non. Ça ressemble plus à une Astrid, je pense. Du coup, phase d'attaque. Pour 3 mana. History of Benalia. Ça, c'est un enchantement qui, à lui seul, peut déjà proposer une cloque assez conséquente, puisqu'il pose 2 jetons. Donc sur une échelle de 3 tours, il arrive à poser quand même 2 jetons de 2 et un big turn où nos 2 jetons ils deviennent 4-3 vigilance. Je crois bien qu'il y a même un mot-clé supplémentaire, mais je me souviens plus trop, peut-être le vol. Du coup, on a un jeton 2-2 qui est venu s'ajouter. Du côté d'Alexandre, on résout son Profane Tutor. On va voir ce qui va aller tuto, peut-être une Vrasse. Dans le spot, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce qu'il y a déjà quand même 3-4, quelque chose comme 4 ou 5 créatures déjà. Sachant qu'il y a une Mother active, les removals, donc les spot removals vont pas forcément fonctionner.
Effectivement, pour 3 mana, on va chercher un Toxic Déluge. A priori, on paye quelques points de vie, il n'y a pas besoin non plus de s'assassiner en le lançant. Fin du tour du côté d'Yann, alors je vois pas, voilà c'est ça, super. Il active son petit aspirateur, il continue de faire un sacré ménage dans le cimetière d'Alexandre. Du coup, trigger du deuxième chapitre de la saga, on rejoue une de 2, on repose un jeton plutôt. On a une petite flopée de mana up. Ouais, non, le jeton a encore le mal d'invocation. Par contre, on peut tout à fait attaquer avec cette Mishra's Factory qui a été cachée depuis quelques tours. Et on continue la petite guerre d'attrition avec le Rishadan Port qui vient encore une fois engager le trio Bant d'Alexandre. Alexandre, on le voit, qui encore une fois a un peu de mal avec ses terrains, mais qui temporise un petit peu mieux cette partie. Donc effectivement, je vous confirme que c'était bien une Astrid précédemment, étant donné que là, Yann vient de lancer Samwise. A priori, il n'y a aucun permanent qui a quitté le board. Ça aurait pu être smart de le lancer après avoir fait le 3e chapitre de l'History of Benalia, pour cela récupérer en main directement. Maintenant, ça permettait pas forcément d'optimiser le mana, donc à voir. J'ai pas bien vu qui était le ring bearer. A priori, c'est Samwise lui-même. Donc on a repris son tour. J'ai pas bien vu s'il avait fait le trigger de la saga. On anime la Mishra et on essaye de coller un maximum de dégâts. Donc il y a le jeton Vigilance, Samwise ainsi que Mishra's Factory. Donc là on propose 6 points, c'est une cloque en 2 tours. Pour 2 Snapcaster Mage. Qui du coup fonctionne vraiment moins bien, avec aucune carte dans le cimetière. Là il aurait pu être encore meilleur avec un petit cut down ajouté dessus. Je trouve ça assez malin du côté d'Alexandre de venir bloquer la Mishra's Factory. Il fait quasiment un casse-terrain au passage. Il faut quand même faire attention que, a priori, il y a l'ultimatum de la History of Benalia qui va arriver au prochain tour. Je sais plus si c'est des chevaliers ou des soldats, mais le Traven Inspector se trouve est un soldat, donc à voir s'il profite du +2/+1 de l'History of Benalia. Du côté d'Alexandre, en réponse au Port Rishadan qui vient engager son terrain, on slam une cryptique commande pour bouncer le jeton de 2 et a priori piocher une carte et trouver son land drop. Bravo. Donc là, Alexandre qui s'est battu contre Yann, mais également contre son propre deck, qui pendant ces 2 parties aura été assez timide en termes de mana. Donc on va fetch dans un blanc quelque chose pour jouer un Oust. Qu'est-ce qui va virer ? Très probablement Samwise. Il le remet en 2e position. Ah, mais étant donné que... comment ça s'appelle ? Traven Inspector a proposé un clou, Yann se retrouve dans une situation où il va pouvoir faire la séquence dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Dernier trigger de saga de Benalia, elle meurt. On va piocher une carte pour pouvoir jouer son Samwise et se remonter l'History of Benalia directement dans la main. Voyons voir si c'est la route qu'il choisit d'emprunter.
Alexandre est full tap. Petite discussion entre les joueurs, il y a peut-être eu un mistrigger de quelque chose ou une miscommunication. De toute façon, si problème il y a, les joueurs sont accompagnés d'un judge qui est là pour répondre à leurs questions. Du coup, Yann pose un terrain. Voyons voir si s'il trouve que la ligne que j'ai pu évoquer est la plus pertinente. Après, j'ai pas l'information des cartes qu'il a en main. Faut garder à l'esprit que les joueurs ont déjà joué 7 rondes, qu'ils en ont quand même bien dans les pattes. Petit moment de réflexion tout de même. Pour 2 mana, ah ça me plaît ça. Pour 2 mana, on va repiocher Samwise. Pour 2, on le rejoue. Voilà, impeccable. Du coup, il récupère l'History of Benalia et il continue d'avancer dans le ring, ce qui fait que sur la phase d'attaque, il va pouvoir draw discard. Donc il creuse, il essaye de trouver des solutions. Des fausses terrain, plus rien à péter de toute façon. Et du côté d'Yann, on a suffisamment de mana pour développer 2 ou 3 sorts à chaque fois. Et garder suffisamment de mana up pour pouvoir, encore une fois, continuer la guerre d'attrition des ressources. Du coup, pour 2 mana, on va taper un land à l'entretien d'Alexandre. Là, le but, c'est d'essayer d'éviter tant que possible de perdre sur un random Dream Halls qui est top deck. Puisqu'il n'a pas voulu venir à la game 1, peut-être qu'il se pointera le bout de son nez à la deuxième. Sachant qu'on est déjà quand même à quasiment 48 minutes de match, il serait plus ou moins obligé d'aller à la mort subite sur la 3 s'il y en a une. Mort subite qui serait plutôt en faveur du côté d'Yann, je pense. Du coup, on pose son land drop du côté d'Alexandre et on repasse le tour. Et à l'entretien, ça je trouve que c'est un excellent ajout dans le deck. J'ai pu le voir notamment avec d'autres joueurs, que ce soit Bozo ou même le joueur de la ronde 1 il me semble. L'ajout de Orim's Chant, je trouve que c'est un banger dans le deck. Pourquoi ? Parce que silence, ça peut agir quasiment comme un tour sup quand c'est placé littéralement dans des situations comme celle-ci, où Yann, il peut juste poser son land drop, éventuellement craquer ses fous de ses clous, mais c'est tout quoi. Donc là, tour sup du côté de Alexandre. Voyons voir s'il arrive à en faire profit. Pour 2 mana, ça y ressemble. Qu'est-ce qu'on va proposer ? Prismatic Ending. Maintenant, qu'est-ce qu'on détruit dans ce genre de situation ? A priori, c'est Samwise. On essaye de réduire la clock au maximum. Parce que le petit Traben Inspector, il est mignon, mais il fait pas grand-chose. Et là, aïe aïe aïe. La petite Manatice assassine qu'on arrive enfin, je pense, à rentabiliser du côté d'Alexandre. Du côté de Yann, on se rend compte que, ah oui, j'ai peut-être un peu gridé en me mettant full tap. Maintenant, fallait quand même le tenter. Alors peut-être, le retour du joueur en difficulté.
Ils ont essayé de le rabaisser, mais il ne s'est pas laissé faire, il revient alors peut-être. Bon, on va voir si Yann arrive quand même à trouver une ligne de play gagnante. En tout cas, encore une fois, je dis respect à Alexandre, qui a été derrière sur absolument toute la partie, qui continue encore de se battre et, sur un malentendu, qui peut toujours l'arracher. Du coup, phase d'attaque, on vient gratter un petit point. Ça nous rapproche tant bien que mal des derniers points à retirer, de la victoire tant attendue. Staff of the Storyteller, donc ça va venir proposer pas mal de petites 1-1 volantes, mais aussi, surtout, du card advantage. Pour 3, on va rejouer la History of Benalia, on remet un marqueur sur le staff pour tour après tour régénérer encore une fois du card advantage. On garde son mana up pour pouvoir jouer son Rishadan Port. Parce que s'il y a bien une chose qu'on n'a pas envie de voir du côté d'Yann, c'est un slam d'Atraxa. Alors j'ai pas bien vu au niveau des couleurs du côté d'Alexandre, donc je sais pas trop pourquoi il décide, donc Yann, d'engager son Scrubland avec la Rishadan Port. Et c'est une concession du côté d'Alexandre qui s'est battu mais vraiment comme un chef. Yann qui est quand même heureux de s'être bien battu, une victoire bien méritée. C'est la fin de cette série de vidéos sur le DTC. Donc au final, j'ai affronté Yann avec Ezio en demi-finale. J'ai gagné 2-1. Et il se trouve qu'en fait, les 3 joueurs restants sont 3 joueurs parisiens, donc dans le top 4. Ils ont dû partir parce qu'en fait, ils devaient attraper le dernier train. C'est donc moi qui ai remporté le DTC. C'était vraiment un plaisir de pouvoir suivre du côté vidéo et du côté commentaris cet événement. Je pense que je ferai tous les suivants, ou au moins tant que je pourrai avec l'accord de PJ. Je vous remercie de m'avoir écouté dans ce qui est la vidéo pour le moment la plus longue de ma chaîne. C'était Totoru pour l'Entre du Deck.